Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Jeudi de l'Agro. On va parler ce matin du marché agroalimentaire de Hong Kong. Ces Jeudis de l'Agro, on les fait toujours en partenariat avec la BEA et avec Produits en Bretagne, nos deux partenaires sur ces Jeudis de l'Agro. Donc, merci à eux de renouveler leur confiance en BCI pour nous accompagner sur ces Jeudis de l'Agro. J'aimerais souhaiter la bienvenue, après vous avoir souhaité la bienvenue à vous toutes et à vous tous, bienvenue à Sabrina et à Annie. Donc Sabrina va être notre intervenante ce matin. Elle fait partie de la French Chamber of Commerce de Hong Kong. Sabrina, je vais te laisser te présenter en 2-3 mots, parce que tu le feras beaucoup, beaucoup mieux que moi. Vas-y, je t'en prie. Oui, merci Karen, enchantée. Bonjour à tous. Je suis Sabrina Chen, je suis le responsable de service d'appui aux entreprises à la Chambre française à Hong Kong. Donc ici, nous proposons une gamme de services complets pour accompagner les entreprises françaises à Hong Kong à travers des différents stades. Par exemple, des études de marché, mission de prospection, création de société, visa et business center. Voilà, donc très ravie de vous voir en ligne aujourd'hui. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, la Chambre de commerce française de Hong Kong fait partie du réseau de prestataires agréés de BCI depuis plusieurs années déjà. Vous avez peut-être d'ailleurs échangé déjà avec Sabrina ou certains de ses collègues. Donc voilà, la CCI fait partie du réseau de BCI sur Hong Kong. Et puis, autre intervenante ce matin, ma collègue Annie Munier, que je ne présente certainement plus. Tout le monde te connaît déjà dans la région de Morlaix, Annie, je suis sûre. Je suis donc conseillère à l'international pour les aspects techniques et réglementaires, basée à la Chambre de commerce de Morlaix. J'interviens en conseil technique et réglementaire pour le territoire de Brest et de Morlaix, et au même titre que mes autres collègues que vous connaissez certainement dans les autres départements, qui sont Pascal Leborgne en Morbihan, Annie Lemasson en Côte-d'Armor, Cindy Le Guern dans l'Ille-et-Vilaine et Monia avec moi dans le Sud Finistère. Vous aurez de toute façon, enfin, vous avez les contacts de tout le monde sur le site web de BCI, mais ils sont repris ici aussi sur les diapos de cette présentation. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la présentation de BCI. Je vous laisserai lire attentivement tout ce qu'il y a dans les diapos. Je vais juste faire un petit focus sur cette diapo sur Suppliers from Bretagne. C'est un service réservé aux adhérents de BCI. Vous savez que pour faire appel à nos services, vous n'êtes pas obligé d'être adhérent. Cependant, quand vous l'êtes, vous avez accès de manière privilégiée à certaines ressources et à certains outils. Suppliers from Bretagne, c'est une e-vitrine qu'on a mis en place il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Si vous êtes adhérent, c'est totalement gratuit pour vous d'être référencé dans ce catalogue. Vous avez la possibilité d'y mettre plein de photos produits, de faire des catégories produits pour vraiment mettre en vitrine votre savoir-faire, votre expertise et vos produits. La cible de Suppliers from Bretagne, ce sont les acheteurs étrangers, les investisseurs étrangers. Il y a déjà pas mal de contrats qui se sont faits depuis l'ouverture de cette plateforme sur notre site web entre entreprises bretonnes et acheteurs étrangers. Saisissez cette opportunité d'avoir votre fiche produit, enfin votre fiche profil sur Suppliers from Bretagne. Je suis à votre disposition pour vous aider dans la manip ou n'importe qui d'autre au sein de l'équipe de BCI. Donc vraiment, vraiment, je vous encourage à aller voir à quoi ça ressemble et à vous inscrire sur cette plateforme. Deuxième petit point important que j'aimerais faire, ça y est, l'ouverture est faite pour les inscriptions à l'Open 2023. Il aura lieu le lundi 3 juillet. Donc, notez déjà dans votre agenda cette date très importante. Vous êtes nombreux à attendre cet événement qui est devenu incontournable en Bretagne. On a l'habitude de dire que c'est l'occasion pour vous, entreprise bretonne, de faire le tour du monde en une journée. Ça se démontre au fur et à mesure des éditions. Ça va être la 11e cette année. Ça se passera à Saint-Brieuc. Je vous ai mis dans cette diapo le lien pour que vous puissiez vous inscrire en ligne. C'est totalement gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Donc, allez, le site est le même, la plateforme est la même que les autres années. Pendant cet Open, vous allez pouvoir, comme d'habitude, solliciter des rendez-vous B2B avec nos partenaires étrangers, mais aussi avec d'autres entreprises bretonnes et avec des organismes territoriaux qui vous aident dans votre développement international. Vous allez pouvoir vous inscrire à des ateliers thématiques, à des tables rondes. Il y a un nouvel événement que l'on met au sein de l'événement cette année, ce sont des forums networking.
Voilà, il y a plein de choses qui vous permettent de réseauter, de développer vos contacts et d'ouvrir le spectre des opportunités pour votre développement à l'international. Donc, notez dans votre agenda lundi 3 juillet à Saint-Brieuc. On rentre dans le vif du sujet? Tout le monde est prêt? Alors, on va parler donc du marché agroalimentaire sur Hong Kong. Comme vous le savez, hein, certainement, c'est un marché lourdement tributaire des importations. Il y a 95%, Sabrina, tu m'arrêtes si je me trompe, mais 95% des produits agroalimentaires, enfin alimentaires sont importés du monde entier. Les produits français sont prisés sur le marché hongkongien. La France est le 4e fournisseur en produits alimentaires pour Hong Kong. Autre chose importante dont on va parler durant ce webinaire, c'est que Hong Kong est une zone franche, sans TVA ni taxe d'importation pour les produits agroalimentaires. Les formalités et les contrôles en douane sont simplifiés. Enfin, tout est propice vraiment pour que vous puissiez exporter vers Hong Kong vos produits alimentaires facilement. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que Hong Kong, c'est un point d'ancrage si vous voulez rayonner sur la zone et notamment sur les marchés florissants de la baie de Guangdong, Hong Kong, Macao. Sabrina en parlera de ça aussi tout à l'heure. Donc, tout au long du webinaire, on va commencer par faire un petit panorama global. Ensuite, Sabrina va nous détailler les tendances consommateurs, faire un point sur les réseaux de distri, faire un focus sur quelques catégories produits dans lesquelles il y a des opportunités. Et puis, tu vas nous faire aussi, Sabrina, je crois, un petit point sur le How to do good business à Hong Kong. Voilà, donc tous les éléments clés, les bons outils pour aborder le marché agroalimentaire sur Hong Kong. Je te laisse la parole, Sabrina. Je te laisse la main pour la suite. Enfin, je garde la main sur le contrôle des diapos, mais je te laisse la parole. Merci beaucoup, Karen. Donc, encore une fois, merci à notre audience aujourd'hui. Je pense que peut-être certains d'entre vous, votre entreprise, vous avez déjà exporté votre produit à Hong Kong. Peut-être certains pas encore. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle occasion que je parle un peu du marché hongkongais actuel parce que nous avons aussi vécu cette pandémie il y a 3 ans dont le marché de Hong Kong je peux le dire, a beaucoup changé aussi. Donc, je vais apporter en fait des informations générales dans la première partie et aussi l'environnement de l'alimentation à Hong Kong, plutôt ou moins sur la client et aussi la distribution. Et après, à la fin, de vous faire parvenir quelques conseils aux autres sociétés françaises pour rentrer sur ce marché de référence en Asie. Donc, Sabrina, excuse-moi, je te coupe 2 petites minutes. Est-ce que tu peux te décaler un petit peu par rapport à ta caméra? Parce que je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, mais je n'ai que la moitié de ton visage. Voilà, là, c'est parfait. C'est bon maintenant? Oui, Oui. c'est mieux. Merci beaucoup. Excuse-moi, Okay. je te laisse Non, pas de poursuivre. problème. Oui. Donc, Hong Kong, certains sont déjà venus à Hong Kong. Nous sommes une petite ville en Asie, juste à côté de Chine continentale, très bien située en Asie parce que nous avons une position géographique très stratégique. Et en fait, nous sommes au cœur du continent asiatique. Quelques heures, nous avons de vol vous connecteront à la plupart des marchés de région Asie-Pacifique. En outre, si vous visez le marché chinois, donc on parle de mainland China, Hong Kong est idéalement situé dans la côte sud-est de la Chine continentale. Et cela facilite en fait les trajets depuis Hong Kong en direction de Pékin, Shanghai et d'autres métropoles chinoises, tout pouvant s'effectuer sur une journée. Et très spécial, c'est que Hong Kong est une région spéciale administrative de la République populaire de Chine, relativement autonome dans tous les domaines, à l'exception des affaires étrangères et de la défense. Et en vertu de la déclaration sino-britannique de 1984 et sa constitution, Hong Kong conserve son propre régime politique, économique et judiciaire. Et cette particularité est souvent résumée par l'adage « un pays, tout système ». Voilà, c'est pour ça, en fait, tous les donc liés en loi ou des recommandations économiques sont un peu différents que la partie Chine continentale. Et ici, maintenant, nous comptons 7,3 millions d'habitants. Il y a 3 ans, avant la pandémie, nous avions à peu près 7,5 millions. Il y a certains expats
qui sont partis. Et je vais parler un peu de ça dans la deuxième partie parce qu'il y a une vraie influence sur les produits européens ou américains aussi. Donc, il y a certaines populations qui sont parties. Il y a plus de Chinois maintenant à Hong Kong. Mais quand même, nous restons une ville très prospère. Donc, en fait, nous faisons partie des économies les plus riches du monde et elles s'appuient notamment sur le secteur financier, le tourisme, surtout le tourisme depuis la Chine continentale et une partie de l'international. Et ces activités de commerce, logistique, ainsi les services aux professionnels. Services aux professionnels, c'est-à-dire c'est très facile à créer une société à Hong Kong. Les taxes sont comparées avec Singapour ou notre voisin à côté. Sont pas et aussi la procédure pour lancer toutes ces démarches sont plutôt faciles. Et ici, nous parlons anglais et chinois, donc ça rend la communauté internationale de venir très facilement. Voilà. Et Karen, tu peux passer à la page suivante. Merci. Voilà, donc si on parle de marché agroalimentaire, tout à l'heure, Karen a mentionné un petit peu. Donc, ici, c'est un marché qui dépend beaucoup sur l'importation. Donc, on mange 2 repas sur 3 à l'extérieur, même 3 repas. C'est-à-dire, ici, c'est une ville très... on a tous ces supermarchés GMS ou restaurants à proximité. Et en fait, de manger dehors ou manger à la maison, les prix sont un peu pareils. Donc, et en plus, les gens qui vivent à Hong Kong, ils sont très busy, très occupés. Donc, c'est pour ça, en fait, il y a plein de propositions et plein de besoins alimentaires. Il y a une partie des marchandises qui sont importées à Hong Kong et qui sont réexportées en Chine continentale. Mais il y a, comment dire, ce n'est pas toutes les catégories. Il y a beaucoup des catégories sur les produits japonais aussi ou les produits européens. Voilà. Et à Hong Kong, nous n'avons pas de TVA, donc les marchandises alimentaires ne sont pas taxées, donc qui fait que Hong Kong est très ouverte pour les entreprises internationales, pas que françaises. Mais c'est-à-dire, il y a aussi une très grande concurrence sur ces produits. Et si on parle de restauration, donc la chaîne Horeca, de Hotel, Restaurant and Café, nous avons aussi, je peux dire en fait, c'est une ville qui a toutes ces propositions la plus riche en Asie-Pacifique parce qu'il y a beaucoup de chefs qui vivent ici à Hong Kong, la vie est facile pour eux. Il y a tous les touristes qui rentrent à Hong Kong et il y a beaucoup de restaurants occidentaux aussi, bien sûr avec des restaurants chinois, japonais, coréens de plus en plus. C'est-à-dire pour servir à tous ces restaurants et les clientèles, il y a aussi des matériaux qui sont à la demande. Et donc, qui fait que cette ville est vraiment très demandée sur l'alimentation qui sont importées et les gens, en fait, ils ont des pouvoirs d'achat assez hauts comparé avec nos pays voisins. Si on parle de, par exemple, une fresh graduate qui sort de l'université, normalement, ils gagnent plus de 1300 € déjà, s'ils sont très fresh. C'est-à-dire, au bout des années, en fait, ils ont des salaires assez élevés et donc ils ont ce pouvoir d'achat pour acheter des produits de l'étranger également. Parce que bien sûr, les produits de Chine continentale sont moins chers. Mais après, par exemple, les produits de France, de Japon ou même d'Australie sont plus chers, mais il y a toujours la demande. La page suivante, s'il te plaît. Et aussi, je parle juste rapidement que Hong Kong, si on pense à Hong Kong, c'est un wine hub. Donc, c'est un marché de boissons alcoolisées très ouvert aussi. Donc, je sais qu'en Bretagne, il y a plutôt des spiritueux, mais on importe beaucoup de
de vin Bordeaux, Bourgogne et Champagne. Et maintenant, en fait, les boissons spiritueuses sont à la tendance aussi. C'est-à-dire aussi, il y a de plus en plus des experts dans le marché qui donnent des cours ou qui proposent des cours. Il y a plus de consommateurs qui consomment cette catégorie. Et pourquoi, en fait, Hong Kong, il y a tellement de vins qui arrivent ici? Parce que depuis 2008, le gouvernement, ils ont enlevé les taxes sur les vins qui sont moins de vins et spiritueux, qui ont moins de 30% de pourcentage à alcool. Donc, si on pense à Hong Kong, ou Taïwan, ou Singapour, ou Japon, en fait, cela facilite l'importation et l'importation à Hong Kong. Mais si vous avez un produit qui est plus supérieur à 30%, et après, ils sont taxés. Donc, la plupart des vins qui sont à 12% ou même à 8%, ils sont très populaires ici à Hong Kong. Et les consommateurs, ils ont eu cet environnement depuis longtemps. Ils connaissent des vins, ils sont très demandés aussi. La page suivante, s'il te plaît. Et ici, je voulais parler un peu des consommateurs actuels dans le marché. Donc, il y a une partie, ce sont des Hongkongais, donc les locaux, mais on ne peut pas ignorer, il y a aussi une partie des touristes qui fréquentent pas seulement des restaurants, mais aussi des enseignes. Et en fait, les deux profils de consommateurs sont un peu différents. Voilà. Si on parle de Hongkongais, comme les Hongkongais sont colonisés par les Britanniques depuis très longtemps, donc ils connaissent déjà le monde occidental très longtemps. Donc ils sont très, comment dire, picky sur toutes sortes de produits. Et en fait, ils mangent les cuisines occidentales, japonaises, coréennes, chinoises. Donc, si on parle d'occidentale, ils considèrent la cuisine française et italienne comme préférée. Il y a de plus en plus de touristes, je peux dire en fait depuis 10 ans, 5 à 10 ans, il y a de plus en plus de Chinois de mainland qui voyagent à Hong Kong, qui passent 3 à 5 jours ici ou même une semaine. Ils ont un pouvoir d'achat très haut et en fait, ils peuvent dépenser des milles par jour, Hong Kong dollar. Et en fait, ils regardent tout au début, en fait, il y a 5 ans ou 10 ans, ils regardent tout ce que les Hongkongais ils achètent ou ils mangent. Mais maintenant, avec toutes les informations qui sont très transparentes au monde entier, ils ont leur propre opinion aussi. Mais quand même, comme ici à Hong Kong, il y a plus de propositions, des marques ou des choix. Ils aiment bien venir à Hong Kong. Et chaque fois qu'ils viennent à Hong Kong, ils vont aller chez, par exemple, les marchés japonais pour acheter des produits alimentation japonais parce qu'en fait, c'est relativement plus cher en Chine continentale. Et si on parle de restaurants et cuisine, en fait, les Chinois, ils fréquentent des restaurants Michelin très souvent dans les hôtels ou dans les restaurants très réputés. Et maintenant, j'ai pris, il y a une petite boîte en orange, c'est-à-dire à Hong Kong, nous avons eu 3 années pendant la pandémie quand on n'a pas vraiment des touristes qui sont venus, mais nous avons ouvert notre frontière, comment dire, plutôt cette année en 2023. Et nous avons repris un petit peu d'activité à partir de mars. Donc maintenant, nous avons avril et nous avons juste passé la semaine Golden Week des touristes chinois de mainland. J'ai entendu parler des experts ou des gens qui travaillent dans les différents distributeurs. Ils ont dit oui, c'est vrai qu'à Hong Kong, nous avons vraiment besoin de ces touristes, ces gens qui viennent de Chinois de mainland parce qu'ils dépensent beaucoup ici. Voilà. Merci. Et après, Karen, merci. Et depuis ces 3 ou 5 dernières années, nous avons constaté, comme en Europe ou aux États-Unis, il y a de plus en plus de consommateurs qui mettent cette sustainability ou des produits durables en tant, comment dire, une idée très importante pour eux.
Donc, il y a de plus en plus de propositions sur les produits dans ces 5 catégories. Par exemple, des protéines alternatives qui remplacent par des soja et aussi des produits agricoles locaux. À Hong Kong, nous n'avons pas vraiment des fermes agriculture, mais il y a certains. Et certains gens, certains consommateurs, ils préfèrent avoir, avoir ce genre de propositions. Et si on parle de pâtisserie, par exemple Maison Eric Kaiser ou des autres boutiques qui proposent des pains en sourdough. Et en fait, on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent ça au lieu des toasts ou d'autres propositions. Et après, si on parle de boissons, le vin est bien, mais comme les gens maintenant ils considèrent que le bien-être, il y a aussi de plus en plus de boissons non alcoolisées dans le marché. Je vous cite un exemple, c'est le petit beurre qui marche assez bien à Hong Kong. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ces premiers chapitres-là que l'on vient d'aborder? Sinon, on va poursuivre. En fait, j'avais moi une question, c'est qu'en Oui, fait, vas-y, Olivier. j'ai constaté que le marché des touristes chinois, a fondu, sur Hong Kong. Il s'est déplacé au profit du Japon et de la Corée. En fait, on se rend compte que les dépenses à Hong Kong peuvent être, monitorées par le gouvernement chinois et il y a pas mal de consommateurs qui ne veulent pas que le gouvernement sache exactement où sont dépensés l'argent. Et je voulais savoir, est-ce que, vous avez vous avez vraiment, est-ce que vous avez des chiffres sur la baisse, heu, du nombre ou du moins des dépenses des touristes chinois? Puisque là, en 2022, bah, la pandémie, c'est fini. Est-ce que vous avez pu faire une comparaison, 2019-2022? Est-ce que malgré tout, vu que maintenant Hong Kong, c'est vraiment, la Chine, le fait qu'il y ait de plus en plus de, de touristes chinois classiques, ça reste quand même valable de venir à Hong Kong, faire ses courses? Parce que ma question, en fait, c'est, j'ai bien compris que, il y avait plus de choix qu'en Chine continentale. Mm. C'était un peu moins cher, mais c'est moins cher à quel niveau? C'est-à-dire que est-ce que c'est 10 d'écart, 25 d'écart? Lorsque j'achète un produit, type, Apple, un téléphone, est-ce que c'est moins cher encore d'aller à Hong Kong ou pas? Il y a certaines catégories en fait qui sont beaucoup moins chères à Hong Kong, surtout en fait par exemple si on parle des bon, alimentation déjà sur les chips ou les snacks japonais ou coréens, ou déjà aussi sur la catégorie de beauté. Et aussi certains dans la beauté, si on parle de shampoing, toutes sortes. C'est vrai que, mais on n'a pas les chiffres pour le moment parce que les Chinois, en fait, ils viennent de revenir maintenant. Je pense qu'il faut voir, il faut attendre un petit peu, c'est-à-dire peut-être fin de 2023 pour voir si le nombre de touristes ont changé comparé avec 2019. C'est vrai qu'avant la pandémie, chaque mois, on a à peu près 4 millions, 5 millions ou même encore plus de touristes qui sont venus. Et maintenant, en Chine continentale, ils ont beaucoup d'importations sur les différentes marques internationales également. Mais toujours, en fait, la vie à Hong Kong, en fait, il vient ici, pas seulement pour acheter des marchandises, mais en même temps, parce que la vie ici est très différente que la Chine continentale, parce que c'est plus occidental. Donc, il y a quand même des touristes qui sont venus pour vraiment passer le voyage. Et en passant le voyage, ils achètent des sacs à main, voilà, les luxe, et en même temps, ils consomment dans les restaurants prestigieux parce qu'il y a des vrais French chefs ici où c'est moins cher comparé avec des restaurants en Shanghai. Il y a aussi des petits restaurants qui sont proposés ou qui sont ouverts par les chefs occidentaux. Donc en fait, l'ambiance et tout ça sont un peu différents. Mais c'est vrai qu'il faut attendre peut-être plusieurs mois après, 2023-2024, si on aura un chiffre donné par le gouvernement hongkongais. Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites
Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à Hong Kong, il y avait beaucoup les marques comme Louis Vuitton, Dior, enfin Oui, tout le luxe, LVMH fonctionnait oui. très, très bien. Mm. Mais aujourd'hui, je pense, et c'est là où j'ai pas de données chiffrées et ce sera intéressant de les avoir, je pense que cette consommation, elle est toujours là, mais elle s'est déplacée vers la Corée ou le Japon. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous allez à Ginza au Japon, dans les Ah, rues, le prix est très différent. Oui, parce qu'à Hong Kong, ça c'est parle vraiment... chinois, ça parle chinois et comme vous êtes chinois, vous pouvez quand même aussi acheter, free enfin, hors TVA puisque lorsque vous ne payez pas la TVA au Japon, mais ou à Séoul, puisque comme vous êtes citoyen d'un autre pays, vous pouvez avoir un remboursement de TVA. Hem, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que la consommation des biens, occidentaux luxueux s'est déplacée vers la Corée et le Japon. Je voudrais juste avoir une confirmation. Est-ce que vous ressentez ça à Hong Kong? Est-ce que les magasins de luxe font moins de Non, chiffre ils sont d'affaires? très... Il y a toujours la queue. Oui, il y a toujours D'accord, la queue. Oui, parce d'accord, qu'en fait, pour Hong Kong, ils considèrent que c'est le même pays. Donc ici, on parle chinois, c'est plus facile. Même si, parce que la Chine, elle est énorme. Donc, il y a une partie de touristes qui sont partis au Japon pour vraiment, comment dire, experience complètement différent en Corée et au Japon. Mais à Hong Kong, il y a toujours ce groupe, juste récemment ce mois. Moi, j'habite juste à Tsim Sha Tsui, donc très proche de cet endroit touristique. Il y a toujours la queue devant Chanel, Hermès. Oui, c'est toujours ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a des... On va peut-être attendre un peu plus longtemps pour voir si les Chinois ils sont toujours intéressés de revenir. Par contre, à Hainan, je ne sais pas si vous connaissez Hainan, c'est aussi une province de Chine continentale. Ils ont aussi ouvert cette tax-free zone. Il y a des grandes marques, mais je pense que ce qui fait Hong Kong très original, c'est à part de tous ces grands luxes qui existent dans le marché, il y a des petites boutiques aussi fondées par les Occidentaux qui sont venus à Hong Kong pour travailler ici après 20 ans. Ils ont décidé de rester, de devenir Hong Kong Permanent Resident parce qu'ils aiment bien cette vie qui rencontre l'occidental et oriental. Donc, je pense que c'est ça qui fait la différence avec Hainan, voilà, la nouvelle ville de tax-free of luxury paradise. vous dites, c'est qu'en fait, les gens vont venir à Hong Kong, pas uniquement pour acheter des choses, mais aussi pour, Pas uniquement pour sentir pour l'environnement qui est un peu différent. ouais, je comprends. OK, merci à vous. Merci pour la question, Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que l'on passe au point suivant sur les réseaux de distribution? Si vous avez des questions qui vous viennent après ou des questions que vous souhaiteriez poser de manière plus confidentielle que là en webinaire, n'hésitez pas à revenir vers Eric Voulant, votre chargé d'affaires, pour organiser une visio. On est très flexible, très réactif là-dessus. C'est facile d'organiser un rendez-vous, un visio avec Eric Voulant et Sabrina pour aller plus en profondeur dans vos interrogations, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous. On va passer au 4e point, donc sur les réseaux de distribution. Oui, donc merci. Donc ici, on parle de réseau de distribution. Hong Kong est petite, donc tous les 50 mètres, on a des boutiques différentes. Nous avons des convenience stores, nous avons des GMS, des supermarchés et des marchés traditionnels également, et des restaurants, cafés, et aussi une petite partie de e-commerce. Et déjà, si on parle des produits généraux, sur les supermarchés, les GMS, en fait, se sont dirigés par deux grands groupes qui s'appellent Dairy Farm et A.S. Watson Group. Et sur ces deux grands groupes, il y a des différentes gammes de supermarchés, dont je vais vous montrer dans les pages suivantes, qui ont eu, en fait, pour eux, ils ont déjà avoir tous les chiffres d'affaires des supermarchés, dans tous les coins, tous les neighborhoods, il y a des parking shops, il y a des Watsons. Les deux groupes, ils ont plus de 300 points de vente à Hong Kong. Donc, imaginez, en fait, ils ont vraiment ce pouvoir de diriger le marché alimentation. Et, Karen, si tu peux m'aider à passer à la page suivante.
Donc, tout d'abord, je voulais aussi, ici, je mets quelques photos avec les différentes gammes de supermarchés de Dairy Farm, par les premium et avec des plus, comment dire, plus générales. Donc, Oliver, c'est un peu comme le bon marché ou Galeries Lafayette, il est à la grande épicerie, qu'il propose des produits vraiment premium, plutôt des produits qui viennent de l'étranger. Donc, beaucoup de produits français. Et aussi, ils ont des counters différents pour le fromage, charcuterie. Et sur ce supermarché, comme ça se situe dans le centre-ville, ils proposent aussi des, comment dire, des takeaway. Et 360, c'est aussi un supermarché très grand qui se situe dans un très bon endroit. Et ils vendent plus de 10 000 références de produits dans ce supermarché. Et autour de ce endroit, il n'y a que des expats. Et il y a de plus en plus de mainlanders, c'est-à-dire des mainlands chinois, qui vivent ici, qui travaillent à Hong Kong. À part de ça, Market Space est aussi un supermarché qui se voit assez souvent dans la ville. Market Space, auparavant, c'est Jason's Market. Il propose une large sélection gastronomique également. Ici, on trouve aussi des propositions de chinois et aussi des produits coréens, japonais, français ou même américains, de tout. Et finalement, on parle de Welcome. Donc, Welcome, c'est la plus grande chaîne de supermarchés à Hong Kong. Je pense qu'ils ont plus de 200 points de vente ici. Et en fait, c'est pour le daily life, c'est pour tout le monde. Donc, ici, on trouve des produits locaux ou des produits, si on parle de légumes ou viande qui viennent la plupart de Chine continentale. Mais en Market Space et 360 ou Oliver's, en fait, on peut trouver les veggies, les légumes et les viandes de France ou de Japon. C'est ça la différence. Et en fait, pour les gens qui travaillent comme moi ou comme notre collègue, en fait, on va chez tous les gammes de supermarchés. Ça dépend des différents besoins qu'on a. Ça dépend des différentes cuisines qu'on va faire à la maison. La page suivante, s'il te plaît. Et un autre grand groupe, c'est A.S. Watson Group. Dans A.S. Watson Group, il n'y a pas seulement des GMS, ils ont aussi des parapharmacies. Ils sont très grands. Ils font partie de Hutchinson Group. Hutchinson Group, c'est-à-dire ils ont aussi un promoteur immobilier, ils ont télécom, donc ils sont vraiment giant. Voilà. Et ils ont 6 marques de supermarchés à Hong Kong. La plus première, c'est le Great Food Hall. Il se situe à Admiralty, donc à centre-ville. Et c'est un supermarché international de très haut de gamme. Haut de gamme, donc comme Galeries Lafayette aussi, et puis la grande épicerie, bon marché. Et après, pour le parc gourmet ou taste, ou même jusqu'à Fusion et international, on peut trouver des produits internationaux quand même. Donc, c'est-à-dire aussi des produits français, des fromages ou des beurres, du lait français qui se vendent aussi à Fusion et à l'international. Et dans certains supermarchés, chez Gourmet and Taste, on peut trouver des rayons. Ici, je mets une photo section bio, parce que tout à l'heure, j'ai mentionné les produits bio sont à la tendance. Donc, il y a même en fait des casinos, des produits casinos qui sont emportés. Je sais que casino, peut-être pour vous, c'est vraiment moyen. Mais en fait, ici à Hong Kong, on les met dans les supermarchés Gourmet, Taste ou Fuller Park. Voilà. Et après, la gamme la plus générale, c'est Park and Shop. Park and Shop est une enseigne très courante, un peu comme Welcome chez tout à l'heure Dairy Farm. Voilà. Et maintenant, ça c'est important. Donc auparavant, nous avons que ces supermarchés A.S. Watson's ou Dairy Farm, mais ces 3-5 dernières années, en fait, ou même 10 années avant, il y a des Japonais qui sont venus. Donc Japonais Sogo, Ian Style, Yatta, ils ont plus de 10 supermarchés, 10 à 20 supermarchés à Hong Kong. Et ces 3 dernières années, nous avons aussi des nouvelles marques qui s'appellent Donkey Donkey et I Eat. Donc, Donkey Donkey, ils sont très, comment dire, ils ont une stratégie très agressive, on peut dire ça. C'est-à-dire, ils ouvrent plus de 10 boutiques en 2 années.
Et en fait, dans leur enseigne, ils vendent des produits parapharmacie aussi, et des légumes, des fruits, tout ça. Donc, ce sont les propositions japonaises ou des snacks. Et à part de ça, les Coréens sont venus. Il y a donc Old Taste et New World Mart, ce sont des chaînes qui ont démarré pendant la pandémie. Et maintenant, ils ont plus de 5 supermarchés à Hong Kong. Donc, on peut dire à la concurrence vis-à-vis des produits occidentaux sont très fortes aussi parce que nous sommes quand même asiatiques. Donc, nous avons cette habitude de manger des aliments ou des cuisines asiatiques également. Et à part de ça, nous avons quand même des chaînes internationales qui sont restées, par exemple Marks & Spencer, mais malheureusement, ils ont fermé quelques boutiques à Hong Kong. Peut-être les demandes sont moins élevées. Et Marks & Spencer fait entrer Picard il y a 2 années, mais ils ont mis Picard dans 2 boutiques seulement. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une proposition à tout le monde. C'est juste, par exemple, dans la zone centrale et aussi dans la zone Quarry Bay, où il y a plus d'entreprises françaises ou plus d'entreprises internationales. Et à part de ça, City Super est un supermarché qui existe en Chine continentale, à Taïwan et à Hong Kong. Et en fait, ils sont un peu comme tout à l'heure, on a vu Taste, on a vu Great. En fait, c'est un supermarché assez premium. Ils proposent tous les produits internationaux et ils sont très sélectifs. Et Feather & Bone, ils ont une boutique et ils ont à côté de Feather & Bone, petit marché, ils ont des restaurants disponibles également. Et l'Azur Gourmet, en fait, l'Azur Gourmet, c'est un supermarché qui est géré par les locaux. Donc, il fait entrer des produits français, par exemple des snacks ou des chips, ou même des petits déjeuners et des vins. Voilà. Et certains d'entre vous ont déjà commencé ou déjà, vous avez peut-être déjà des partenaires à Hong Kong. Certains, peut-être vous pensez à peut-être exporter à Hong Kong. Donc ici, je vous montre, c'est très général normalement, comment venir à Hong Kong ou comment élaborer une relation avec des distributeurs hongkongais. Donc, des marques françaises, tout d'abord, si vous avez une idée de exporter à Hong Kong, donc vous faites votre marché, étude de marché, vous cherchez votre importateur, et certains importateurs, en fait, ils ont en même temps des distributeurs, donc ça dépend. Et finalement, en fait, les produits, ils centralisent, ils sourcent des différents produits de France ou avec un focus européen. Et après, ils proposent à des différentes places de marché. Donc, en fait, à Hong Kong, il y a plus de 1000, il y a plein d'importateurs parce qu'ici, on n'a pas vraiment l'agriculture locale. Donc, il y a beaucoup de besoins. C'est pour ça qu'il y a différentes gammes de supermarchés et restaurants. Donc, il y a différentes gammes d'importateurs également. Il y a certaines marques qui sont très connues, par exemple Lactalis ou Valrhona comme chocolat. En fait, ils ont des bureaux à Hong Kong parce qu'en fait, ils connaissent déjà. Donc, la marque, elle est connue. Donc, ils envoient quelqu'un ici pour créer la société. Après, ils gèrent ou ils travaillent en même temps avec les distributeurs hongkongais pour distribuer leurs produits à l'hôtel ou au supermarché ou même des e-commerce. Mais c'est vrai qu'à Hong Kong, nous n'avons pas vraiment des e-commerce parce que dans tous les bâtiments ou juste 2 minutes à pied, on trouve un supermarché. Et donc avant la pandémie, à Hong Kong, il y a une communauté française qui est assez large. Je pense que toujours comparé avec Shanghai, j'ai parlé avec mon collègue à Shanghai. Maintenant, ils disent à Shanghai, il n'y a que 7000 Français. À Hong Kong, avant, il y avait 32 000 Français qui vivent à Hong Kong. Nous avons 3 lycées français. Nous avons plein d'entreprises françaises qui sont présentées. Et plein d'entreprises françaises qui recrutent pas mal de locales ici.
Mais maintenant, avec la pandémie, je pense qu'il y a une moitié, donc peut-être 30% qui sont partis. Mais nous n'avons pas de chiffres précis parce que ces chiffres, il faut venir de Business France. Et donc, qui a un impact sur la consommation, bien sûr. C'est pour ça, peut-être, on ne peut pas dire c'est vrai, mais peut-être, par exemple, Marks & Spencer, ils ont fermé des boutiques parce qu'en fait, la plupart des consommateurs sont des expats. S'il y a moins d'expats, il y a moins de demandes. Et tout à l'heure, on a aussi mentionné un produit du luxe. À Hong Kong, il y a beaucoup de produits du luxe qui sont Chanel, Hermès ou d'autres, LVMH. À part de ça, le vin français, qui est aussi très important à Hong Kong, et un peu de beauté, produits beauté et alimentation. Et ici, je voudrais donner quelques exemples. C'est quel genre de produits qu'on voit dans les supermarchés ou dans les distributions. En fait, les produits français sont toujours sont considérés bien, premium, luxe et safe, c'est-à-dire made in France. Donc, on a cette confiance que les produits sont bien. Donc, déjà, dans la charcuterie, épicerie, bien sûr, par exemple, les marques La Berry ou les jambons, Rougier, donc confit de canard, ce genre de produits qui sont très présentés aussi dans les premiers supermarchés. Produits laitiers, bien sûr, le groupe Laticis ou Présidente, des yaourts, des fromages, la France est connue pour ça. Et il y a aussi une partie petit déjeuner ou viennoiserie. Il y a de plus en plus de, je vois, en fait, moi personnellement, en tant que consommateur, je vois beaucoup de pain au chocolat surgelé dans les supermarchés. Voilà, ou des biscuits, tout ça pour les petits déjeuners. Donc, sur la rubrique surgelé également, nous voyons aussi les légumes ou les tartes qui sont disponibles. Et il y a de plus en plus de biscuits et snacks. Peut-être aussi pour produits français, mais aussi japonais et coréens. Je pense que c'est juste maintenant les consommateurs, ils regardent cette catégorie, ils aiment bien grignoter. Donc, si vous voyez ici, le Saint-Michel, la Madeleine, en fait, ça existe dans les park and shop également. Donc, on trouve les Madeleines dans les supermarchés les plus généraux. Et quelques photos pour vous montrer. Ah, oui, à Hong Kong, nous fêtons aussi le Noël. Donc, pendant le Noël, nous avons des gift hampers, un peu comme la photo à gauche. Donc, il y a certains supermarchés ou des boutiques qui proposent ce genre de produits français avec les champagnes ou avec des autres boissons. Et au sein d'autres supermarchés, vous voyez ici un counter luxury. En fait, là, ils vendent des charcuteries et fromages. Et au milieu, vous voyez, il y a même une rubrique Discover la France. Et donc, c'est-à-dire le supermarché, ils ont une campagne marketing de mettre tous ces produits français ensemble. C'est un peu comme Monoprix. Je me souviens, en fait, il y a certains temps chez Monoprix en France, peut-être il met aussi une campagne marketing de quelle fête. Donc, ici en Asie, on fait la même chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ces réseaux de distribution là ou sur la manière, enfin, quel partenaire idéal trouver par rapport à vos produits? On peut passer au point, on va faire un petit point ensuite sur l'étiquetage produit. Mais avant de passer à ce nouveau chapitre, il n'y a pas de questions sur les réseaux de distribution, les canaux, on peut enchaîner? Donc, allons-y. Ok, merci Karen. Ah, donc étiquetage, en fait, c'est assez différent que les autres pays parce que tout à l'heure, je mentionnais à Hong Kong, notre langue officielle est en même temps anglais et chinois. Et je pense que dans des pays asiatiques, il n'y a que Hong Kong qui a cette règle assez différente. Donc, sur notre étiquette, en fait, il suffit d'écrire anglais. Et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver des informations sur le Center for Food and Safety. Il y a une question qui existe dans le FAQ. Il y a quelqu'un qui demande, is it acceptable to use Japanese or French?
to a label a food product? Et la réponse est non. Donc, il faut écrire anglais. Mais déjà, je comprends que pour vous, de traduire l'étiquette en anglais, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire pratique, parce que pour traduire en chinois, c'est encore plus difficile. Quoi. Voilà. Donc, Oui, il faut donc c'est traduire en anglais. Pardon, Oui. excuse-moi, c'est soit chinois, soit anglais, Yes. ou les deux obligatoirement. Non, c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre suffit. Yeah, l'un ou l'autre, ou vous pouvez mettre both, like, les deux. English or Chinese or both, yeah. Mais vous ne pouvez pas mettre en fait français, Oui, juste d'accord. français. Voilà, ou même juste japonais. Et donc ici, tout à l'heure, c'est juste une étiquette de la berry, produit salmon la berry. Voilà. Ouais. OK. Excuse-moi, je reviens sur les étiquetages. Il y a des mentions obligatoires à apporter aux étiquettes. Enfin, bon, évidemment, ça dépend Ouais. des catégories de produits, etc. Mais Annie, Ouais. tu peux aider, ainsi que les collègues dans les autres CCI, tu peux aiguiller sur ce genre de questionnement que pourraient avoir les entreprises. On s'appuiera sur Sabrina, mais aussi effectivement sur le Center for Food Safety. Et a priori, comme l'a indiqué Sabrina, c'est effectivement pas. Et bien entendu sur la connaissance de l'importateur également. D'accord. Oui. Oui, et en fait, Center for Food Safety in Hong Kong, ils ont même une page dédiée à l'étiquette. Donc, on peut trouver d'autres informations liées à l'étiquette, mais ne vous inquiétez pas. Si vous arrivez à ce stade, que vous êtes prêt à exporter, vous avez trouvé les distributeurs, ils vont vous conseiller sur ce point aussi. Tout à fait. Voilà, et ici, j'ai fait une petite enquête autour de notre Hong Kong distributeur. Et les catégories ici, en fait, ce sont des catégories, les gens m'ont mentionné. Donc, ils sont à la recherche des snacks. Donc, tout à l'heure, on a vu des chips, des madeleines ou des amandes, ce genre de choses. Ils sont à la recherche de ces propositions. Et aussi, il y a un distributeur qui nous mentionne qu'il est à la recherche des huîtres, parce qu'en fait, des huîtres, la France est connue pour ça, très frais et de bonne qualité. Donc, ils cherchent les différentes gammes des huîtres et après, ils vont distribuer dans les restaurants ou même certains, ça peut vendre dans les GMS, dans les supermarchés en surgelé. Voilà. Et à part de ça, pour la quotidienne, le lait d'avoine sont très à la tendance. Donc, nous avons des producteurs, des fabricants locaux qui s'appellent Vitasoy, qui fabriquent ça. Mais à part de ça, il y a de plus en plus de propositions internationales. Donc, de Norvège, Björk de France, mais aussi des autres propositions. Et bien sûr, tout à l'heure, on a mentionné les consommateurs, ils regardent des produits bio. Donc, nous avons des boutiques comme Green Common qui ne vendent que plant-based products. Voilà. Des produits plus naturels, plus, voilà, organiques, bio. Voilà, donc je pense que le fait que vous participez à cette réunion, ce webinaire, parce que vous êtes en train de penser si Hong Kong est un marché intéressant pour vous, donc déjà vous allez voir votre produit, si vous avez déjà des expériences exportées en Asie ou pas, ou peut-être en Europe, pourquoi vous souhaitez targeter, cibler le marché hongkongais? Est-ce que c'est pour plus tard Chine continentale ou est-ce que vous souhaitez essayer avec cette petite ville de Hong Kong comme un marché de référence? Donc, toutes ces questions, ça vient de première étape. Donc, vous pouvez en fait de clarifier à travers des marchés études de marché ou des missions de prospection pour avoir ces réponses. Est-ce que vous avez des outils de marketing déjà faits ou déjà préparés? En fait, tout ça, il y a des choses à préparer en amont. Et après, à travers des salons ou à travers des missions de prospection, peut-être vous avez déjà rencontré quelqu'un ou des distributeurs.
Donc là, vous discutez les détails. Est-ce que vos produits sont prêts? Ils vont vous donner des conseils. Est-ce qu'ils pensent que vos produits auront un potentiel dans le marché hongkongais? Est-ce qu'il y a trop de concurrence sur ce genre de produit? Et c'est la deuxième étape que vous discutez ce genre de questions. Et après, si il y a toujours ce potentiel à tester le marché à Hong Kong, vous discutez le positionnement de votre produit, les prix ou le volume, peut-être un premier essai cette année ou plus de volume l'année prochaine. Voilà les différentes conditions. Et aussi, il y a souvent cette question, quand vous discutez avec un distributeur, peut-être parfois il va vous dire, est-ce que nous avons des exclusivités sur votre distribution? Donc ça, c'est aussi une question à discuter avec votre différents partenaires. Et après, vous passez à des partenariats différents. C'est très souvent qu'il y a une entreprise qui travaille avec 2 à 3 partenaires parce qu'ils visent des différentes chaînes. C'est-à-dire, certains, leurs produits, ils peuvent viser dans les GMS. Donc, ils trouvent un distributeur qui sont doués dans cette chaîne. Et après, il y a une partie, ils peuvent vendre ou une différente gamme de produits, ils peuvent vendre dans les hôtels ou restaurants. Et après, ils trouvent un autre distributeur qui peut aider sur cette catégorie-là. Voilà. OK. On va passer maintenant au conseil Voilà. et petits points pratiques interculturels. Dernier point, donc ici, nous considérons toujours Hong Kong est une place très, bon, je considère assez originale parce qu'ici, c'est vraiment, on travaille tous les jours en anglais là. Et aussi, les gens, ils parlent anglais, ils sont entourés par ce environnement très international. Ici, c'est un peu comme New York en Asie. Voilà. Et donc, on est très ouverte à toutes les propositions. Les consommateurs sont très curieux et ils n'ont pas peur d'échanger avec les étrangers non plus. C'est juste, nous sommes quand même des Chinois. Donc, en fait, la façon de penser sont un peu différentes. Parfois, en fait, on ne dit pas les choses en direct. On va dire peut-être, ah oui, OK, mais ce n'est peut-être pas dire OK, c'est-à-dire, je vais attendre, je vais évaluer, je vais revenir vers vous plus tard. Voilà. Donc, il y a ces petites nuances. Et aussi, il y a un point très important. Chaque fois, notre équipe accompagne les entreprises françaises. Ici, à Hong Kong, nous avons un speed hyper vite. Donc, c'est-à-dire, on écrit des emails, on échange assez rapidement. Ils demandent des documents assez rapidement. Donc, méfiez-vous, si vous travaillez avec les Hongkongais, il faut être préparé. Et il faut répondre dans un délai Réactif, tu veux dire. Très réactif, oui, voilà. Ok, je vais passer, si tu veux bien, Sabrina, sur les 2 diapos d'après que les gens pourront retrouver sur la présentation. Mais comme tu as Ouais. déjà dit en introduction, quand tu t'es présenté les différents accompagnements que tu peux proposer avec la chambre, je propose de rentrer dans des points un peu plus Oui. techniques. On va aller vers les fondamentaux parce que ce sont vraiment des choses importantes que vous devez avoir en tête pour poursuivre. Au-delà du développement commercial, il y a des notions techniques et réglementaires que vous devez avoir en tête. Et pour vous parler de tout ça, je laisse la parole à Annie. Merci. Donc, on va le faire en binôme avec Sabrina. Merci, Sabrina, pour toutes ces explications extrêmement claires. Ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, tant mieux, le marché est plein d'opportunités pour les entreprises bretonnes de l'agroalimentaire. C'est un marché simple, enfin, relativement simple, effectivement, d'accès d'un point de vue technique et réglementaire, puisque on considère déjà que beaucoup de produits, quand on vérifie les droits de douane, effectivement, à l'entrée, c'est à 0. Pas de TVA, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Pour être très précis et toujours en veille, bien entendu, le contact avec l'importateur et avec la French Chamber of Commerce de Hong Kong est très important, mais on peut aussi, en anticipation, avoir des sites comme celui-ci, et je vais vous en présenter tout à l'heure d'autres. Donc peut-être Sabrina va nous dire un petit mot, mais le Center for Food Safety, l'intérêt de ce site et de la connaissance de ce site, c'est qu'on a une vraie réactivité, puisque le mot a été utilisé à l'instant, une vraie réactivité des autorités de Hong Kong. Oui. Donc Sabrina. Merci Annie. Donc, tout à l'heure, nous avons mentionné le Center for Food Safety. En fait, c'est un département gouvernemental qui publie sur les différents news à propos de l'alimentation ou d'autres produits. Et en fait, à Hong Kong, la plupart des marchandises, ils n'ont pas vraiment des problèmes. En fait, ils sont très ouverts, ils ont des réglementations assez correctes. Donc, si on a entendu, je travaille ici à la France, comment dire, Chambre française à Hong Kong depuis 3 ans.
nous n'avons pas vraiment eu des cas qu'on a vu des produits français qui sont interdits de rentrer à Hong Kong. Et après, juste, ils demandent des certificats sanitaires, si vous avez des bons documents, si le produit d'origine vient de France. Voilà, tout ça, vous avez toutes ces informations disponibles sur ce site. Et en fait, ils publient aussi, ils update les news pour les importers. Donc ici, vous voyez à la droite, les news pour importers, c'est-à-dire parfois, peut-être ils trouvent un petit problème sur certains groupes de produits alimentaires à Hong Kong, mais après, ils vont examiner. S'ils trouvent, par exemple, il y a quelques mois, il y a certaines huîtres françaises, ils ont trouvé, ah oui, ce n'est pas bien, on ne peut pas vendre dans les restaurants, donc ils ont interdit. Et après, au bout de 2 mois, ils examinent, ils revérifient, ils trouvent que ces nouveaux arrivées de produits, il n'y a plus de problème, ils vont enlever l'interdiction. Donc, ce qui est bien, ils sont très réactifs, Ouais. ils publient des informations très claires, très transparentes. Donc, je vous conseille, en fait, vous pouvez voir sur le site Center for Food Safety, ils ont des différents, des guidance disponibles Ouais, pour vous. ouais. Donc ça, c'est un site extrêmement intéressant. On passe sur la slide suivante et on parle justement de BCI, les bons réflexes à avoir aussi d'un point de vue général, les aspects techniques réglementaires, vous retrouvez, si vous ne les connaissez pas, sur le site de BCI Info. C'est le chemin que je vous montre parce que c'est toujours intéressant pour les personnes des services ADV de vos entreprises d'avoir ce réflexe. Un nouveau pays, en l'occurrence, vous aurez un lien dans la slide qu'on vous adressera sur Hong Kong. Et évidemment, le réflexe de contacter aussi votre conseiller BCI territorial, en tous les cas, toujours anticipé, même si, je redis, on considère quand même que c'est relativement simple. Donc, on continue. Sur les aspects à suivre, s'il te plaît, Karen. Donc, le premier réflexe à avoir, quand on dit agro, ce n'est pas aux entreprises présentes que je vais dire ici qu'il faut toujours être en vigilance sur ce qui pourrait éventuellement changer par des aspects d'organismes visibles qui arrivent, par des aspects de changement de contraintes réglementaires d'un pays ou d'un autre. Donc ça, le réflexe, l'outil, c'est Expadon 2, que dans vos services ADV réglementaires, vous connaissez. Et si l'on prend pour cette page d'information Expadon 2, vous voyez là les produits par domaine qui sont suivis, sur lesquels il y a déjà effectivement les certificats négociés, etc., qui sont principalement ceux que l'on a indiqués et qui représentent d'ailleurs les entreprises qui sont présentes là avec nous dans le secteur des produits laitiers et des ovoproduits. Voilà, donc on les trouve facilement. Et vous voyez en bas de page, la personne qui fait les certificats sanitaires chez vous va effectivement vérifier cette page pour vérifier sur quel outil elle fera le certificat sanitaire. Et vous voyez en bas, là, il y a effectivement une information selon laquelle vous allez devoir aller le faire sur TraceNT. Donc, je vais vous expliquer par la suite où l'on trouve cet outil. Donc, on passe sur la slide suivante. Voilà, typiquement, ce que la personne qui interroge Expadon 2 va trouver, elle va trouver les certificats sanitaires négociés. Donc là, on voit des produits à base de viande, des produits laitiers. Donc, vous trouvez les références des certificats. Depuis l'année dernière, désormais, la plupart des certificats sanitaires se font sur l'outil Expadon 2, qui est le nouvel outil du ministère de l'Agriculture en France. Étant donné que le vieil Expadon était obsolète, tous les certificats sanitaires passent sur Expadon 2. Toutefois, certains, comme on a vu tout à l'heure, on l'a vu sur la slide précédente, certains seront faits sur un autre outil que je vais vous montrer. Donc ça, c'est ce que l'on doit avoir comme réflexe. Vérifier les certificats négociés. Donc, on passe sur la slide suivante. Quand il n'y a pas de certificat négocié, on peut avoir besoin quand même pour le passage en douane et l'import dans le pays, en l'occurrence pour Hong Kong, on peut vous demander ce qu'on appelle un certificat générique. Et voilà, le service ADV chez vous, c'est ce que c'est. Quand on vous parle d'un formulaire EC 560, eh bien, vous le trouvez aussi sur cet outil Expadon 2. Voilà, la forme que ça a, il a été revu là, en 2022. On continue. Tout à l'heure, je disais, donc vous avez un outil qui est en France, Expadon 2, qui est l'outil du ministère de l'Agriculture, quand il y a des certificats qui sont négociés entre le pays France et le pays Hong Kong ou d'autres pays. Il arrive que la Commission européenne
négocie les certificats sanitaires avec les autorités compétentes d'un pays. Et c'est le cas pour Hong Kong. Il a été décidé que pour un certain nombre de produits, plutôt que d'avoir un certificat sanitaire fait par l'outil France Expedon 2, par l'outil Allemagne, par l'outil belge, etc., pour un certain nombre de produits, on a des certificats sanitaires harmonisés. Et dans ces cas, que ce soit un polonais, un allemand, un français, vous aurez effectivement les mêmes certificats avec les mêmes cases, traduits dans les différentes langues des 27 pays de l'Union européenne, et qu'on le retrouve sur ce site. Et il faut juste créer un compte, voilà. La nouveauté sur laquelle j'ai mis point de vigilance, c'est, et je crois qu'il n'y a pas actuellement d'entreprise avec nous dans ce secteur, donc j'en parlerai très rapidement, mais nous restons en veille sur le sujet. Autant on s'arrête sur le point sur la reconnaissance totale par le pays tiers Hong Kong du dispositif sanitaire européen, et donc Hong Kong fait confiance aux autorités françaises pour la capacité d'agrément. Vous êtes agréé CE, vous pouvez exporter. Fin d'année dernière, nous avons reçu une information que nous avons mise sur BCI Info, selon laquelle le ministère de l'Agriculture alertait les entreprises via les fédérations professionnelles et donc BCI sur le fait que les produits carnés allaient peut-être aller vers une évolution où l'on demanderait aux entreprises d'être recensées sur des listes d'entreprises agréées, comme c'est sans doute déjà le cas pour les œufs, les produits laitiers, etc. Ce qui n'était pas le cas auparavant, il suffisait d'être agréé CE et vous pouviez exporter. J'ai reçu hier soir confirmation de cette information et on m'a confirmé, donc France Agrémère, la déléguée est en charge des aspects carnets, m'a confirmé qu'une première liste a été établie en début d'année qui se base sur les établissements exportants historiquement qui sont inscrits sur cette liste. À ce jour, on demande aux entreprises dans le secteur des produits carnés d'aller s'enregistrer sur un formulaire qu'on vous a mis là et qui est à jour d'ici au 15 juin 2023. Donc, l'impératif, c'est d'être sur cette liste. Et une fois que cette liste aura été établie, les entreprises pourront aller sur le site que je vous ai montré tout à l'heure, Expadon 2, où on voyait les couples pays produits. Donc voilà, en clair, on est dans un pays export, pays tiers relativement simple, tant en aspect douanier, pas de droit de douane, pas de TVA, tant en aspect sanitaire. Merci beaucoup, Annie. Est-ce qu'il y a des questions avant que l'on clôture ce webinaire? Je peut-être juste un mot pour rebondir, Oui. car Karen, tu as rappelé l'Open de l'international. Je me permets de vous rappeler que cette fois-ci, effectivement, nous allons aussi organiser des forums networking. Et donc, j'ai le lead avec votre partenaire, donc Eric Voulant, sur le forum networking agroalimentaire qui se déroulera donc de 9h à 9h45 le lundi 3 juillet. Et dans ce forum, vous allez pouvoir rencontrer une dizaine d'apporteurs de solutions dont vous trouverez la liste sur le site internet de l'Open. Et je vous signale que seront présents, ils ont accepté et nous en sommes ravis, nous aurons la présence de France Agrimaire et de la direction régionale de l'alimentation par la direction régionale de l'alimentation régionale Bretagne. Donc une opportunité aussi d'échanger directement avec ces acteurs majeurs de l'ouverture de marché quand on doit négocier des ouvertures de marché. Merci Annie, oui, merci pour le rappel. Si vous voulez toutes les thématiques des différents forums networking, des ateliers, des ateliers thématiques, des moments de networking et d'échange de bonnes pratiques qui se dérouleront donc sur l'Open, allez sur le site de l'Open. Je vous le remets là rapidement, mais l'adresse ne change pas, www.opendelinternational.com. Vous retrouverez le planning, l'agenda de toute la journée avec les différents modules auxquels vous pouvez vous inscrire, évidemment. Voilà, surtout inscrivez-vous. Et surtout, voilà, comme le rappelle Annie, inscrivez-vous. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. S'il n'y a pas de questions complémentaires, pour le moins, là, tout de suite, on est à votre disposition après, que ce soit Annie, les collègues en CCI territoriale ou Éric Voulant, votre chargé d'affaires, ainsi que Sabrina, on est à votre disposition. Donc, pour si suite à donner il y a, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous.
J'aimerais remercier beaucoup Sabrina pour la présentation, le travail effectué pour que ce soit pragmatique, clair, concis, précis et que ça tienne en 1 heure. Merci beaucoup Sabrina pour le travail et nous avoir dédié du temps ce matin. Merci à vous, chers participants, d'avoir été au rendez-vous ce matin. On vous donne le prochain rendez-vous agroalimentaire. Eh bien, ce sera à l'Open. Justement, on va vous proposer un atelier sur l'agroalimentaire au Royaume-Uni. Si vous voulez les autres événements en agroalimentaire et autres, parce qu'il y a beaucoup de choses transversales aussi hors agroalimentaire qui peuvent vous intéresser et vous concerner, n'hésitez pas à aller voir l'agenda sur notre site web bretagnecommerceinternational.com. Et nos informations BCI Info pour les aspects techniques et réglementaires. Oui, bien sûr. Donc, vous avez tout ça dans la présentation que je vous enverrai ultérieurement. Donc, dès que ce sera en ligne, je vous enverrai un petit mail avec le lien. Je vous souhaite une belle fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt et on reste à votre écoute et à votre service pour la suite. À très bientôt. Merci à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.